Rido est un jeune homme vierge et solitaire, qui est mis en sommeil cryogénique en raison de sa grave maladie. Plusieurs années plus tard, il se réveille et découvre qu'il est le dernier homme vivant sur Terre, et qu'il doit applaudir sans relâche pour repeupler la planète et sauver l'humanité. Tout commence quand Rido avoue enfin ses sentiments à Arisa, la fille qu'il aime. Mais ce n'est que parce qu'il est atteint d'une maladie mortelle, appelée sclérose cellulaire. Comment ça? Et il sera mis en sommeil cryogénique, car le remède ne sera pas prêt avant 5 ans. En entendant cela, Arisa fond en larmes et le quitte parce qu'elle est contrariée de ne pas pouvoir goûter sa saucisse avant un moment. Plus tard, il se rend à l'hôpital, où il fait ses adieux à sa sœur, Mahiru, et à son frère aîné. À ce moment précis, Arisa vient le voir, et Rido lui confie son collier, un précieux gage de leur amour. Après qu'elle l'ait joyeusement accepté, Rido s'allonge dans la chambre de sommeil et réalise que tous ceux qu'il connaît ont avancé dans leur vie au moment où il se réveillera. C'est alors qu'il entend Arisa pleurer et crier qu'elle l'attendra aussi longtemps qu'il le faudra, et cela le rassure profondément. Sur ce, le jeune homme s'endort et se réveille face à une jolie fille inconnue nommée Mira, ainsi qu'à d'autres infirmières de choc. Lorsque Rido commence à poser des questions, Mira lui promet de tout lui expliquer. Mais avant toute chose, elle le conduit chez un médecin pour un bilan de santé complet, et il découvre alors qu'il est totalement guéri de sa maladie mortelle. Ensuite, Mira l'emmène faire un tour en voiture afin de pouvoir lui raconter tout ce qui s'est déroulé durant les 5 dernières années. Mais Rido sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Mira lui révèle alors que, pendant qu'il était endormi, un nouveau virus mortel a émergé et a décimé la moitié de l'humanité, et qu'il n'existe aucun remède à ce jour. Rido, pensant qu'elle ment, s'enfuit de la voiture, seulement pour se retrouver encerclé par des dizaines de jeunes femmes assoiffées. C'est alors que Mira le rattrape et lui explique que la quasi-totalité des hommes de ce monde a péri à cause du virus, et que seuls 5 d'entre eux sont encore en vie en cryosommeil. Rido se demande pourquoi il vit, et elle explique que c'est grâce au traitement reçu durant son sommeil. Soudain, une femme étrange tente de sauter sur la saucisse de Rido, mais elle est neutralisée par les gardes de Mira et assommée. Mira s'agenouille alors et supplie Rido de tuer autant de cookies qu'il le souhaite, car ils ont besoin de lui pour faire des bébés, afin de sauver l'humanité. Le lendemain, Rido est informé sur le monde géré par le groupe des Femmes Unies, qui développe actuellement un vaccin. Bien que leur travail soit inachevé, elles ont trouvé une lueur d'espoir quand une patiente, Ino, atteinte de sclérose cellulaire, a suivi un traitement et est également devenue immunisée contre le virus qui tue les hommes. Après qu'Ino fut déclaré immunisé, le groupe décida de réveiller un par un les autres hommes atteints de sclérose cellulaire. Et c'est ainsi que Rido en arriva là. Pendant que Rido assimile tout, Mira lui demande de ne pas sortir car personne, à part les supérieurs, n'est au courant de son existence. Elle lui rappelle ensuite qu'il doit commencer à applaudir et à se reproduire, mais Rido suggère d'utiliser des méthodes artificielles. Cependant, Mira l'informe que les êtres humains nés de ces méthodes n'ont aucune immunité et meurent de nouveau. C'est la raison pour laquelle il doit effectuer le travail manuel, ajoutant que le numéro 1 a déjà fécondé une femme et que leur progéniture pourrait sauver l'humanité. Rido croit que tout cela n'est qu'une farce et souhaite rentrer chez lui, alors Mira décide de faire venir Mahiru à sa place. Après des retrouvailles émouvantes, Mahiru l'emmène dans une autre pièce, où Rido apprend que son frère aîné est également en sommeil cryogénique. Ensuite, il interroge Mahiru à propos d'Arisa, et elle lui dit avec hésitation qu'elle a disparu depuis 3 ans. Mira pense qu'Arisa est peut-être déjà morte à cause des dures conditions du monde, mais Rido refuse d'y croire, et commence à appeler son numéro, paniqué. Plus tard, Mira informe les supérieurs que Rido n'a toujours pas choisi de partenaire, alors ils commencent à la réprimander et lui rappellent l'importance capitale qu'il engendre une descendance. C'est pourquoi elle se rend dans sa chambre, l'air très appétissant, et abandonne immédiatement toute retenue pour guérir la dysfonction érectile de Rido. Elle se met ensuite au-dessus de lui et l'embrasse, lui demandant de la laisser avoir son jus de cornichon. Mais malgré la tentation, Rido revoit le visage d'Arisa et la repousse aussitôt, ce qui fait que Mira quitte la pièce. Mais qu'est-ce que tu me racontes là, sérieusement? Dehors, elle croise Nene, l'assistante de Ino, qui lui suggère de laisser Ino se la faire à la place, car Rido semble être du genre fruité. Mais elle refuse. Pendant ce temps, Rido se souvient avoir donné un pendentif à Arisa et apprend que son tracker est toujours actif. Le lendemain, Mira l'emmène dans une chambre remplie de prostituées plantureuses qui meurent toutes d'envie de s'envoyer en l'air avec lui. Mais ce gars est tellement puceau qu'il ne saurait pas s'y prendre avec une fille, même si elle venait avec un manuel. Mira l'avertit alors que tous les hommes en sommeil cryogénique, y compris son frère, mourront dans 1 an si aucun remède n'est trouvé. Et comme Rido est du genre « les potes avant les meufs », il accepte de choisir une partenaire. Cependant, il demande à Mira de lui accorder 1 mois, car il souhaite d'abord retrouver Iria. Mira accepte de le laisser faire ce qu'il veut pendant 1 mois, à condition qu'il partage au moins son lit avec une femme de son choix qui l'aidera à s'exercer à ses techniques pour le grand jour. Le lendemain, Ino reçoit un massage de luxe de 2 jolies filles, tandis qu'il regarde un film de son actrice préférée, Rina. À ce moment-là, Nene entre et lui dit qu'il est temps pour un cardio intense et qu'il doit choisir une partenaire. Ino ne sait pas qui choisir, alors Nene lui offre son actrice préférée. Plus tard, Rina arrive dans sa chambre et Ino n'arrive pas à croire qu'il est sur le point de frapper la femme pour laquelle il a joui pendant des années.
Sans perdre un instant, il se met à cultiver ses melons, et avant de lui offrir un virlang qui fait complètement frire le cerveau de Rina. Ensuite, il démontre ses compétences expertes en plomberie et débouche les tuyaux de Rina, la laissant entièrement satisfaite du travail accompli. Pendant ce temps, Rido prend son petit déjeuner avec Mahiru et Mira et elles lui disent qu'elles ont les meilleurs chefs du monde entier juste pour lui. Mira commande ensuite une énorme portion pour elle-même et Mahiru avoue qu'elle est jalouse parce que Mira mange comme Eddie Hall mais a le corps d'Anna de Armas. Quand Rido commence à fixer la poitrine de Mira, Mahiru se fâche et retourne dans sa chambre. Après, Mira lui dit qu'elle lui donnera un garde du corps et une infirmière pour s'assurer qu'il est en sécurité et en bonne santé, et il partagera aussi un lit avec une femme chaque nuit. Sur ce, Rido retourne dans sa chambre, mais il tombe nez à nez avec Ino et Néné. Ino, plein d'entrain, leur propose de devenir amis, expliquant qu'ils n'ont pas d'autres hommes dans les parages. Il assure également à Rido que tout ce qu'on lui raconte est absolument véridique et qu'ils ont la chance de pouvoir s'envoyer en l'air à tout bout de champ. Quand Rido exprime son manque d'enthousiasme, Ino réalise qu'il est un twink et l'invite à profiter pleinement de cette nouvelle réalité. Après son départ, Rido se dirige vers la douche et repense à la dernière fois qu'il a vu le visage d'Arisa. C'est alors que les lumières s'éteignent et il tend la main, découvrant qu'il tient une balle rebondissante naturelle. Or, c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il est rejoint par sa garde du corps, une déesse aux courbes généreuses nommée Akane, qui commence immédiatement à le bombarder d'amour. Avant même que Rido ne puisse comprendre ce qui se passe réellement, elle débouche une bouteille de sa boisson et lui fait goûter le contenu de ses lèvres, mettant ainsi sa patience à rude épreuve. Mais le pauvre gars s'effondre en seulement 2 secondes et s'évanouit complètement dans ses bras. Oh mon Dieu, mec. Oh non, pas ça, mec. Quoi? Plus tard, il se réveille dans son propre lit pour trouver Akane endormi sur le canapé, mais il est absolument choqué de découvrir une loli dans son lit. Qu'est-ce que vous avez dit? Elle se présente comme Sui, et Rido comprend que ce doit être l'infirmière que Mira lui a désignée. À ce moment-là, Akane se réveille et le rejoint immédiatement au lit, lui promettant de ne pas toucher à son petit zizi pour cette nuit. Une fois les filles endormies, Rido réalise que Mira met sa patience à rude épreuve, alors il reste éveillé toute la nuit pour se maîtriser. Le lendemain, il emmène les filles à l'ancien lieu de travail d'Arisa pour la retrouver, mais quelqu'un les suit discrètement. Mira lui demande alors pourquoi il pense qu'Arisa est toujours en vie, et il répond que c'est parce qu'il lui a offert un pendentif muni d'un tracker et que celui-ci est toujours actif. À ce moment-là, Akane lui propose de son jus pour le détendre, mais il lui dit qu'elle ne devrait pas boire pendant son travail. À ce moment-là, les sirènes retentissent et un ours apparaît de nulle part, les laissant sous le choc. Il fonce droit sur Sui, mais Rido s'interpose et l'empêche de finir en charpie. Il demande au fil de s'enfuir, mais Sui se ressaisit soudainement et donne un coup de pied à la tête de l'ours, ce qui l'assomme. C'est alors qu'il apprend que Sui est en fait sa garde du corps, et elle se met à pleurer et à s'excuser de ne pas avoir réagi assez vite. Akane s'occupe ensuite de la blessure qu'il a reçue en tant qu'infirmière, et Mira réprimande les responsables pour leur sécurité défaillante, ignorant que tout cela avait été planifié par quelqu'un. Par la suite, elle emmène Rido à l'ancien laboratoire d'Arisa, qui semble être dans un désordre total. Après sa disparition, quelqu'un s'y est introduit et a volé la majeure partie de ses recherches concernant le virus d'extinction humaine, c'est pourquoi son laboratoire est dans cet état. Rido découvre ensuite une photo d'elle avec son chien, Jiro, et cela le ramène au moment où les médecins n'avaient pas de traitement pour la maladie de Jiro. C'est à ce moment-là qu'elle a pris la décision de devenir médecin, et Rido a promis de le devenir aussi afin qu'il puisse sauver le chien. Pour faire semblant, Rido demande à Mira s'il est égoïste de ne pas applaudir parce qu'il est amoureux de quelqu'un, mais elle lui répond qu'elle ne peut pas y répondre. Quand il lui demande combien d'hommes sont en sommeil cryogénique, elle lui dit que le nombre exact est inconnu, car les relations entre les différents pays sont mauvaises. À ce moment-là, Rido réalise qu'il ne pourra toujours pas sauver le monde avec son truc dans le pantalon. Alors il décide plutôt de sauver le monde avec ce qu'il a dans le crâne, en développant un remède. Mec. Peu de temps après, Mahiru apporte son aide dans un orphelinat lorsqu'elle regarde un bulletin d'information qui parle d'un homme qui est totalement immunisé contre ce terrible virus. Le journaliste présente alors Rido au monde entier, et tout le monde est profondément choqué de voir un homme pour la toute première fois en 4 longues années. À son insu, Arisa est toujours en vie et écoute attentivement sa diffusion. Plus tard, il trouve l'ours en peluche d'Arisa parmi ses affaires, qui cachait une bague connectée à l'intérieur. La bague connectée diffuse un message d'Arisa qui a appris que le virus avait été créé en laboratoire, à son grand choc. Plus tard, il décide d'aller se promener avec Mira et lui dit qu'il va renoncer à retrouver Arisa et qu'il va plutôt développer un remède d'abord. Cependant, Mira s'incline profondément et s'excuse pour avoir mis sa vie en péril l'autre jour, mais il la rassure, lui disant que tout va bien. Il lui demande ensuite si elle était déçue d'être restée coincée avec lui, car il empêche l'humanité de se restaurer. Mais Mira lui répond qu'elle se sent chanceuse parce qu'il est un homme bon et bienveillant. Ce soir-là, les hauts responsables du groupe des Femmes Unies tiennent une réunion pour discuter des récentes actions de Rido. Ils parlent aussi de Ino, qui a applaudi comme un chien et a déjà fait en sorte que 28 femmes n'aient pas leurs règles pendant les 9 prochains mois. Ils louent Nae pour y être parvenus, mais ils ne sont pas satisfaits de la performance de Mira, car Rido ne plie pas.
Ils décident alors de réveiller le numéro 3 afin de pouvoir passer à la prochaine étape de leur plan. Il y a 5 ans, un garçon nommé Doi a été harcelé par son camarade de classe parce qu'il ressemblait à Gojo Sator de Timu. Alors qu'il arpentait les couloirs, l'air d'un désastre, son seul ami à l'école l'a ignoré, ce qui l'a ramené au jour où ils sont devenus amis pour la toute première fois. Puis un jour, il a vu son ami se faire harceler, et quand il a essayé de l'arrêter, il est devenu lui aussi victime de harcèlement. Plus tard, pendant son cours de piano, Madame Mommy Milkers Yuzu remarqua qu'il n'était pas du tout dans son assiette. Alors elle lui confia que certains de ses camarades lui donnaient du fil à retordre. Yuzu eut de la peine pour lui et essaya de lui remonter le moral avec ses balles anti-stress, mais elle remarqua qu'il avait une forte fièvre et lui conseilla de rentrer chez lui pour la journée. Sur le chemin du retour, il s'est rendu à l'hôpital pour un examen, et c'est là qu'il a appris qu'il était atteint de sclérose cellulaire. Les médecins lui ont également annoncé que la maladie était fatale, et comme il n'existait aucun remède, il serait placé en sommeil cryogénique pour une période d'au moins 4 ans. Le lendemain, Mademoiselle Yuzu a informé toute la classe que Doi s'absenterait longtemps de l'école et lui a demandé de faire ses adieux à ses camarades. Cependant, personne ne s'en souciait de lui et ils quittèrent la classe avant même qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Yuzu s'excusa pour leur comportement, mais Doa lui dit que ce n'était pas grave et la remercia pour tout avant de partir. Quand il sortit, il tomba accidentellement sur son harceleur en train de baiser une meuf par derrière. Dès qu'ils l'ont aperçu, le harceleur lui a aussi asséné des coups et lui a ordonné de mourir pour qu'il n'ait plus jamais à revoir son visage. Cette nuit-là, Doa était allongé dans son lit et il s'est dit qu'un sommeil froid ne serait pas si terrible, car au moins le harcèlement prendrait fin. À ce moment-là, sa sœur l'a appelé pour lui faire savoir qu'elle ne pourrait pas lui rendre visite, mais il lui a dit que ce n'était pas grave car elle souffrait aussi d'une maladie mortelle. Le lendemain, alors qu'on le mettait dans la chambre, personne n'est venu le voir, alors il a souhaité que le monde soit différent de ce qu'il est maintenant quand il s'est réveillé. 5 ans plus tard, il se réveille en présence d'une blonde bruyante et stupide nommée Karen, qui se présente avec enthousiasme comme son assistante. Elle l'emmène ensuite dans un dortoir de la même école où il se trouvait auparavant, où il lui raconte tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, et cela fait réaliser à Doa qu'il est un atout précieux pour ce monde. Karen lui a également dit que beaucoup d'hommes, y compris son père, sont en sommeil cryogénique, et qu'il pourra bientôt le revoir. Doa demande des nouvelles de sa sœur et de sa mère, qui sont actuellement en Amérique, mais Karen lui explique que les contacts avec l'extérieur, avec d'autres pays, sont très limités. Elle lui précise également qu'il ne lui est pas permis de quitter ce bâtiment, et que tout ce dont il pourrait avoir besoin lui sera fourni directement ici, dans ses locaux. Ensuite, elle l'emmène dans sa salle de classe remplie de filles et le fait se présenter, ce qui lui rappelle sa dernière confrontation avec sa classe. Plus tard, il assimile le fait que la quasi-totalité des hommes ont été anéantis dans le monde, et cela signifie qu'il n'aura plus jamais à revoir ses harceleurs. Après les cours, il demande à Karen s'il est vraiment acceptable d'être à l'école, alors que le monde est un tel désordre, et elle lui dit qu'il est important d'éduquer les jeunes pour qu'ils puissent diriger le monde. Elle l'emmène ensuite faire la connaissance de sa professeure de piano, Yuzu, et cette dernière le serre immédiatement dans ses bras. Karen dit alors à Yuzu que Doi mérite une belle récompense pour avoir tenu le coup pendant ces 5 longues années et quitte la pièce nonchalamment. Pendant le cours de sport, il se souvient que Yuzu lui demande de venir dans sa chambre le soir, et le gars est tellement puceau qu'il ne comprend toujours pas la moindre allusion. À ce moment-là, Karen le rejoint et l'encourage à se joindre à ses camarades de classe, mais il lui dit qu'il a toujours été mauvais avec les filles. Karen commence alors à lui parler des filles de sa classe, y compris de leur taille de bonnet, mais l'esprit de Doa est toujours préoccupé par ses harceleurs. Elle se penche alors et lui demande de se rapprocher des filles de sa classe avant de rejoindre les autres. La nuit, Doa se dirige vers la chambre de Yuzu, comme elle l'avait demandé, et est flattée de la trouver vêtue de sa tenue de nuit. Alors qu'ils sont assis ensemble, elle commence à se raconter, mais Doa n'écoute pas un seul mot, car il est entièrement absorbé par sa ferme de melon. Elle lui demande alors soudainement s'il ne l'aimait plus maintenant qu'elle a pris de l'âge, mais Doa lui assure que ce n'est absolument pas le cas. En entendant cela, elle est grandement soulagée, alors elle allume les lumières coquines et l'embrasse passionnément, à l'improviste. Au début, Doa reste immobile, pensant que c'est un rêve, mais quand Yuzu réveille son néandertal intérieur en lui montrant sa chambre des secrets, il se transforme soudain en Johnny Sins et l'emmène pour une longue virée au pays des plaisirs charnels. Le lendemain en classe, Doa rêve encore de clapper sa professeure préférée quand sa camarade, Natsu, commence à lui poser des questions sur sa musique préférée. Au moment même où elle tente de le charmer, une autre camarade de classe, nommée Shunka, les interrompt et commence à se rapprocher de lui. Cela rend Natsu jalouse, alors elle pince la jambe de Doi avant de les laisser tranquilles, ce qui le laisse complètement confus. Plus tard, il se dirige vers le terrain de volley où il voit Akira, une fille à la poitrine généreuse, rivalisante avec une petite femme d'1,20 m nommée Shifuyu pour la supériorité. Pendant le match, Akira envoie violemment le ballon vers Shifuyu, mais il rebondit sur sa tête et frappe Doi au visage. Seborsi Wibam Na. Alors que tout le monde se rassemble autour de lui pour s'assurer qu'il va bien, Akira se met à genoux et le supplie de bien vouloir lui pardonner. Quand il lui dit que tout va bien, elle lui assure qu'elle est prête à faire n'importe quoi pour lui. Bon Dieu. Lui faire comprendre que son petit Johnny n'aura aucun moment de repos dans cette école. Plus tard, alors qu'il joue du piano, Yuzu lui rend visite à nouveau et panique en voyant un sparadrap sur sa tête.
Doa, lui, dit qu'il va bien et que ça ne fait qu'un peu mal. Alors, elle commence à lécher sa blessure, affirmant que cela aidera à calmer la douleur. Elle lui demande ensuite ce qu'il a pensé de leur yoga intense et Doa dit que ça l'a rendu vraiment heureux. En entendant cela, Yuzu lui demande s'il veut la jouer sur le piano et Doa ne perd pas de temps à presser ses packs de lait pour du jus. Pendant ce temps, Karen rapporte à ses supérieurs que Doa a commencé à applaudir et il lui demande pourquoi elle a ressenti le besoin d'organiser toute cette situation scolaire pour lui. Karen leur explique que Doa était un perdant puceau à son époque, donc tout cela est un stratagème pour l'aider à bâtir sa confiance afin qu'il puisse charmer n'importe qui. Le dimanche matin, Yuzu réveille Doa avec un baiser et il se sent flatté de l'avoir vêtue de sa chemise. Elle se met ensuite à lui préparer du café, mais Doa passe en mode hyperactif en voyant ses gâteaux et la prend dans ses bras par derrière. Yuzu sent que quelque chose d'autre que Doi s'est également réveillé, alors elle le laisse commencer sa journée par une séance de cardio matinale. Le lendemain, Karen traîne Doi au cours de natation contre son gré, insistant sur le fait qu'il a besoin d'exercice pour maintenir son corps en bonne santé. Cependant, elle sait aussi qu'il s'entraîne beaucoup grâce à Yuzu, et Doi la remercie timidement de les avoir mis en contact. Dès le début de l'échauffement, Doa commence à ressentir une certaine nervosité, car il est littéralement encerclé par une véritable pâtisserie de gâteaux, pour ensuite constater que toutes les jeunes filles fixent intensément son magnum. Pendant la course proprement dite, Doa franchit la ligne d'arrivée en première position et observe que Shunka et Akira sont engagés dans une compétition acharnée. Finalement, Akira remporte la victoire avec une marge extrêmement mince, et Doa s'excite en constatant qu'elles sont toutes deux sculptées comme des déesses grecques. À ce moment-là, il voit Shifuyu affirmer que ses filles ne sont bonnes à rien et qu'elle sera la numéro 1, alors il demande ce qu'elles sont en train de se disputer. Avant qu'elle ne puisse expliquer, Akira les rejoint et s'excuse encore une fois de l'avoir frappé avec le ballon, et Doa lui dit que ce n'est rien. À ce moment-là, Shifuyu baisse le maillot d'Akira pour dévoiler sa poitrine, alors Akira la jette dans la piscine en représailles. Shifuyu ne sait pas nager pour sauver sa vie, donc un maître nageur doit la sortir de l'eau. À ce moment-là, l'instructeur annonce que Natsu a réalisé le meilleur temps, et tandis que Natsu salue Doi, Akira devient jaloux et s'en va. Ce soir-là, Yuzu appelle Doi pour lui faire savoir que son gâteau n'est pas disponible ce soir, alors il décide de dormir tôt. C'est alors que Natsu se présente à sa porte et Karen l'informe que Natsu devra rester avec elle car le climatiseur de sa chambre est en panne. Cependant, Doa se rend compte que tout le monde se disputait à la piscine pour pouvoir rester dans sa chambre. Et c'est alors que Karen révèle qu'il y aura des jeux chaque semaine qui détermineront la fille qui passera une semaine avec lui. Le lendemain, Doa agit normalement et se prépare pour l'école, seulement pour constater que Natsu n'a pas changé de vêtements. Elle révèle alors qu'elle est habituée à avoir des domestiques chez elle et qu'elle a besoin d'aide. Et Doa accepte de l'aider à s'habiller. Pendant qu'il l'aide, il fait de son mieux pour garder les yeux fermés, car son cœur et son dévouement appartiennent à Yuzu. Mais il aperçoit accidentellement une cicatrice sur le dos de Natsu, ce qui éveille sa curiosité. Plus tard, il raconte à Karen la situation de Natsu, et celle-ci se prête au jeu de la fausse histoire de Natsu concernant les domestiques. Karen lui dit ensuite qu'il devrait en faire plus avec Natsu. Tu es un coquin, un coquin. Ce qui lui fait renverser de l'eau sur ses vêtements. Alors qu'elle part se sécher, Shunka le rejoint à table et il l'interroge sur la tenue de Natsu, ce qu'elle confirme également. Plus tard, il appelle Yuzu pour lui demander s'il peut avoir une gâterie ce soir, mais elle lui dit qu'elle ne peut rien faire car c'est cette période du mois. Elle lui demande ensuite de se lier d'amitié avec d'autres filles de sa classe aussi et raccroche, mais Doa n'a Dieu que pour Yuzu. Cette nuit-là, quand Doi essaie de dormir, Natsu lui dit qu'elle n'a pas l'habitude de dormir seule et a toujours besoin de quelqu'un à ses côtés. Il accepte alors de la laisser venir dans son lit. Cette nuit-là, elle lui montre la cicatrice sur son dos et réalise que c'est un homme bien, car il n'en a même pas parlé. Elle révèle ensuite qu'elle était censée épouser un homme qui avait 20 ans de plus qu'elle. Mais cet homme est décédé en raison du virus. Elle dit qu'elle est reconnaissante envers le virus parce qu'il l'a sauvée de cette vie misérable et l'a conduite dans le lit de Doa. Elle avoue ensuite qu'elle est tombée amoureuse de lui depuis qu'elle l'a vu pour la première fois. Et dans le feu de l'action, Doa finit par l'embrasser. Alors que les choses progressent, il décide d'oublier Yuzu pour la nuit et d'explorer les grottes sacrées de Natsu. Et cela se termine avec eux deux, qui dépensent beaucoup de calories. Pendant ce temps, toute la vie de Rito est devenue un documentaire pour le monde entier. Et quand il demande à Mira si l'émission a du succès, elle lui répond que 94% du pays la regarde. Il demande ensuite à Mira si elle a vu Mahiru dans les parages pour apprendre que sa stupide sœur vit dans les camps de réfugiés. Mira craint qu'elle ne soit blessée si les gens découvraient qu'elle était sa sœur, alors Rito demande à Mira de prendre soin d'elle. Plus tard, Rito rencontre Ino, qui lui révèle qu'il va devenir papa, mais ils ne savent pas encore si c'est un garçon ou une fille. Pendant ce temps, Doa se réveille à côté de Natsu après l'avoir clapé toute la nuit et elle lui demande de l'aide pour boire de l'eau. Doa prend une gorgée et l'embrasse, et elle avoue qu'elle ne veut plus jamais quitter sa chambre. Ensuite, Doa rend visite à Yuzu au cours de piano pour lui dire qu'il a défoncé Natsu, mais elle dit que c'est bon parce qu'ils ont décidé d'adopter la voie communiste sur son magnum. Quand il lui demande ce que cela signifie, Yuzu se met à pleurer et quitte la pièce en courant. Plus tard, il conduit Karen sur le toit pour qu'elle se fasse une idée de ce qui se passe dans le monde.
et il affirme qu'il croit réellement à son récit de tous les hommes qui meurent dans ce monde. Cependant, il sait aussi que cette école est un moyen d'expérimenter sur lui, et ils veulent le garder de bonne humeur pour découvrir pourquoi il est immunisé contre le virus. Il croit également que toutes les filles ici sont utilisées pour un remède, et cela ne lui convient absolument pas. Il accepte de les aider si Yuzu et Natsu sont tenus à l'écart de ce désordre, mais Karen l'interrompt et l'emmène en classe. Là, elle reconnaît qu'il a raison sur tous les points, à l'exception d'un seul. C'est que toutes les jeunes femmes présentes ici sont là de leur plein gré. Elle ajoute qu'il est impératif qu'il transmette son immunité à la prochaine génération masculine, sans quoi l'humanité serait vouée à disparaître. Et toutes ces jeunes femmes ici se sont portées volontaires pour être à ses côtés, afin qu'il puisse repeupler la Terre. Elle demande ensuite aux filles de retirer leur armure scénaristique, et toutes étalent leurs atouts et supplie Doha de choisir entre elles. Pendant ce temps, les supérieurs tiennent une réunion au sujet de Doha, admettant que l'expérience scolaire fut un succès. Quant à Rito, il refuse de coucher avec qui que ce soit, il décide donc de démettre Mira de son poste d'assistante personnelle. Pendant ce temps, Rito travaille toujours d'arrache-pied au développement d'un vaccin, mais aucune de ses méthodes ne fonctionne. Alors qu'il quitte son laboratoire, il tombe sur une rousse excentrique qui a étalé tous ses plans, et tandis qu'elle est absorbée par la lecture de ses notes, elle le bouscule accidentellement. Après avoir réalisé qu'il s'agit d'un homme, elle s'enfuit, pleine d'embarras, tandis qu'une femme mystérieuse observe toute cette scène de loin. Peu de temps après, des jeunes filles demandent un autographe à Rito, mais une femme mystérieuse s'approche de lui, affirmant qu'il est un sale pervers dégoûtant qui harcèle toutes les femmes présentes. Au début, Rito se demande comment Sage a bien pu s'échapper de l'univers de Valorant, mais ses pensées sont interrompues par un appel téléphonique de Mira. Lorsqu'il va la voir, il la trouve en compagnie des hauts dirigeants des Femmes Unies, qui lui présentent ses nouvelles accompagnatrices, Ri et Maria. Elle lui explique que Rito est devenu célèbre dans le monde entier et qu'il aura besoin de davantage d'accompagnatrices, c'est la raison pour laquelle ces jeunes filles sont ici. Maria est une scientifique compétente qui l'aidera à créer un remède, et Ri est une experte en relations internationales, qui remplacera Mira et l'assistera pour mieux comprendre ce monde. Après cela, Mira quitte la pièce, mais Rito commence à se disputer avec les supérieurs à propos de son remplacement. Il lui suggère de la taper s'il l'aime tant, et que son seul rôle sera désormais de lui offrir sa chatte. Après le départ des cadres dirigeants, Ri reproche à Rito d'avoir forcé Mira à quitter son poste parce que c'est un idiot puceau qui refuse de baiser. Elle dit aussi à Rito que s'il continue de résister, sa liberté dans cette installation sera restreinte. Plus tard, elle rencontre Mira et lui dit de ne pas s'inquiéter pour Rito, car c'est un misogyne et un raté. Mais Mira lui répond que c'est tout le contraire, et il part brusquement. Ensuite, Rito prend un train pour Kaimon City, et Maria lui dit qu'ils vont rencontrer un chercheur principal sur le virus. Rito se lève rapidement en entendant cela et renverse accidentellement sa boisson, ce qui la pousse à se précipiter aux toilettes. Akane est assise à proximité avec Mira et lui demande de s'asseoir avec Rito, mais Mira répond qu'elle ne peut pas car elle n'est plus son assistante. Pendant ce temps, tandis que Maria lave ses vêtements, Rito se tient contre le mur et s'excuse d'avoir mis le désordre. Elle lui dit que ce n'est rien car elle est nerveuse en présence d'hommes. Alors Rito lui propose d'y aller en douceur pour qu'elle puisse s'habituer à sa présence. Il lui demande ensuite si elle est au courant des origines du virus, et elle se lance alors dans une description très détaillée de toutes les façons possibles dont le virus aurait pu faire son apparition dans le monde. Rito lui demande alors si elle croit que le virus a été créé par l'homme, et cette question l'intrigue à tel point qu'elle ouvre brusquement la porte, faisant ainsi chuter Rito. Elle révèle ensuite qu'ils auront la possibilité de tester sa théorie à Kaimon City, car c'est là que le premier patient est apparu. Peu de temps après, ils parviennent à leur hôtel. Et bien que Ri soit extrêmement strict concernant le respect des règles, Akane lui rappelle qu'une partie essentielle de sa mission est de rendre l'environnement plus détendu pour Rito. Lorsque Ri s'obstine à ne pas céder, Akane lui assène un coup d'oreiller en plein visage, ce qui la met dans une colère noire. Plus tard, alors que Rito se détend tranquillement dans une source chaude, tous ses accompagnateurs le rejoignent, mais le jeune homme devient très nerveux et tente de s'échapper. C'est à ce moment-là qu'Akane lui fait savoir qu'il doit les aider à se laver le dos. Il débute donc en aidant Sui avant de se diriger vers Maria. Par la suite, Mira prend place pour bénéficier de ses services, et Rito reconnaît qu'elle possède un dos aux courbes généreuses. Akane invite Ri à les rejoindre, mais cette dernière est une féministe trop convaincue pour accepter d'être touchée par un homme. Akane s'installe alors, et fait en sorte que Rito la lave de ses propres mains, guidant avec une grande délicatesse ses mains vers ses parties les plus intimes. Cependant, quand Rito touche accidentellement son chaton, il devient si nerveux qu'il s'enfuit de là. Le lendemain, il rencontre la femme de l'homme qui fut le premier patient du virus, mais elle refuse d'aider car son mari n'a jamais eu de vraies funérailles à cause d'eux. Maria explique calmement qu'ils ont dû autopsier l'homme pour arrêter le virus, mais elle ne donne toujours aucune information et leur dit de partir. Par la suite, la femme appelle Arisa et lui apprend que Rito était passé par là et qu'elle devrait aller le voir. Le jour suivant, Rito retourne voir la vieille dame, mais celle-ci lui conseille plutôt de simplement se taper des filles et de repeupler la planète. Quand Ri lui révèle que Rito n'a pas touché une seule femme depuis qu'il s'est réveillé, elle demande alors à toutes les filles de quitter la pièce. Elle demande ensuite à Rito pourquoi il ne profite pas de cette occasion en or pour applaudir, et Rito avoue que c'est parce qu'il est tombé amoureux d'une jeune femme et qu'il ferait la même chose avec elle. Cependant, il souhaite toujours venir en aide à l'humanité, et c'est précisément la raison pour laquelle il désire trouver un remède à ce terrible virus.
En entendant cela, la vieille femme esquisse un sourire, mais elle lui dit ensuite qu'ils ont terminé pour la journée. Cette nuit-là, Rideau profite de la source chaude sans permission, tandis que Sui monte la garde. À ce moment-là, des étudiants arrivent à la source, alors Rideau se cache rapidement dans le hammam. Là, il rencontre une blonde plantureuse, et quand il essaie de partir, elle menace de révéler son existence à tout le monde. Rideau accepte de rester, alors elle lui propose un jeu où il devra la surpasser en endurance dans cette pièce pour qu'il soit libre. Alors que la pièce se réchauffe, elle dévoile ses atouts et se présente comme Chloé, une étudiante venue d'Amérique, folle amoureuse de la culture japonaise. Elle demande ensuite à Rideau de partager avec elle quelques-uns de ses jus japonais, mais Rideau résiste à la tentation comme un véritable vierge. Peu après, la pièce devient trop chaude et Chloé perd connaissance. Alors Rideau l'emmène à la salle de bain où elle lui demande de l'aider à boire de l'eau par un bouche à bouche. Quand il refuse, elle le menace de crier, alors Rideau cède et se penche pour l'embrasser. À ce moment-là, Sui, Kan et Ri entrent dans la pièce et supposent qu'il essayait de tripoter Chloé. Alors ils partent, sans rien dire. Au même instant, Chloé se relève et laisse tomber son manteau, lui faisant réaliser que tout était une mise en scène pour qu'elle puisse s'amuser avec son joystick. Le lendemain, la vieille dame demande à Rideau d'aller à la boulangerie du coin et de lui prendre une pâtisserie. Après son départ avec Ri, elle demande à Mira d'entrer pour qu'elle puisse parler en privé. Elle demande ensuite à Mira ce qu'elle pense de Rideau, et Mira admet qu'il est extrêmement égoïste de ne pas vouloir d'autres femmes juste parce qu'il est amoureux d'une fille. Cependant, elle sait aussi que la plupart des hommes céderaient dans cette situation, mais il a combattu la tentation contre le monde entier, ce qui fait de lui un homme incroyable. Plus tard, quand Rideau revient, la vieille femme lui demande s'il aura un jour des enfants, et il répond qu'il n'en aura pas par choix. Il précise qu'il n'aime qu'une seule fille et ne veut fonder une famille qu'avec elle, alors la dame lui demande de revenir le lendemain pour qu'il puisse parler d'autre chose. Il s'avère qu'elle avait parlé avec Arisa plus tôt et lui avait demandé de rencontrer Rideau, sinon elle risquait de le perdre. Cependant, Arisa a affirmé qu'elle continuerait à œuvrer pour sauver le monde, et que peu importe le choix de Rideau, son amour lui serait exclusivement destiné. Cela fait réaliser à la dame qu'ils sont tous deux très similaires, alors elle prend la décision de lui parler de son mari dès le lendemain. Malheureusement pour elle, quelqu'un s'introduit dans sa chambre durant la nuit et l'empoisonne, ce qui rend son état de santé absolument critique. Avant de perdre connaissance, elle demande à l'infirmière de remettre son cadre photo à Rideau. Le lendemain, elle plonge dans un coma profond, alors Rideau s'empare du cadre et promet de le lui rendre quand la dame ira mieux. Peu après, Rideau se rend à l'hôpital abandonné, où le premier patient infecté a été amené, espérant y trouver des réponses sur l'origine de tout cela. À l'intérieur, Sui commence à paniquer complètement, terrifié par les fantômes, et Rideau la rassure en lui disant que tout ira bien. Après n'avoir pas réussi à trouver le moindre indice, il discute avec Maria de la manière dont les personnes infectées sont apparues simultanément dans de nombreux endroits du monde. Pendant ce temps, Ino s'amuse follement avec un nouveau groupe de jeunes femmes, et l'une d'elles est la fille la plus populaire de son ancien petit boulot. Puisqu'il lui donne toute son attention, ces deux autres nanas commencent à se sentir délaissées, alors il décide de les satisfaire toutes en même temps. Pourtant, malgré les gâteries d'une nouvelle fille chaque jour, Ino ne peut s'empêcher de s'ennuyer de sa routine quotidienne. De retour dans la ville de Keimon, Ri se trouve dans la source thermale lorsqu'Akeun la rejoint, prétendant vouloir qu'elle s'entende bien. Ri s'irrite et la menace de s'en aller. Alors Akeun en vient directement au fait et lui révèle qu'elle a consulté le dossier médical de la vieille femme et que ses données ne semblent pas du tout concorder. Akeun est certaine que quelqu'un l'a empoisonnée, mais Ri, prenant la chose avec légèreté, lui assure qu'elle va en informer ses supérieurs sur le champ. Akeun l'arrête aussitôt, l'empêchant de partir, et lui demande ce qu'elle faisait la nuit des faits. Ri affirme alors qu'elle faisait son rapport à ses aînés concernant leur progrès avec Rideau. Juste au moment où Akeun s'apprête à partir, Ri lui demande pourquoi elle s'inquiète pour le directeur Karao, et cela laisse Akeun sous le choc. Le lendemain, Ri rend le cadre photo à Rideau après une inspection approfondie et révèle n'avoir rien trouvé d'inhabituel. Quand il essaie de le mettre dans son sac, il remarque une vibration et réalise que la photo a réagi à la bague d'Arisa qu'il possède. À ce moment-là, il passe devant une école où la jeune sœur de Maria étudie, alors Rideau suggère qu'il s'arrête et permette aux frères et sœurs de se retrouver. Il s'avère que c'est la même école faite pour Doi, et Karen emmène Uzu hors de là car son travail est terminé. Pendant ce temps, Ino fait un tour en voiture avec Nin en ville parce qu'il veut choisir personnellement la prochaine fille qu'il va se taper. À cet instant précis, il remarque une jeune fille mignonne avec des couettes et demande à Nin de la choisir, mais Nin est réticent car cette jeune fille est la sœur de Rideau, Mahiru. Pendant ce temps, Rideau s'enferme dans les toilettes et utilise le cadre photo pour déverrouiller un fichier caché sur la bague, qui lui révèle comment le virus exterminateur d'hommes a été créé en laboratoire. Rideau se souvient qu'Arisa lui avait dit la même chose, et comprend aussi pourquoi la vieille dame ne partageait pas l'information avec l'Organisation des Femmes Unies, et cela rend le gars nerveux. À cet instant, Sui se met à hurler qu'ils allaient rater le train s'ils mettaient plus de temps, alors il se précipite dehors, ne sachant plus à qui faire confiance. Ailleurs, dans un immeuble d'appartement, une jeune fille, prise au hasard, propose un virelang à son amie, mais celle-ci n'est pas du tout d'humeur et lui demande d'arrêter.
Cependant, la première fille boit tranquillement son jus de melon juste avant que Ri n'arrive soudainement et ne l'assomme avec un taser. La deuxième fille, sans hésiter, embrasse immédiatement Ri et lui demande pourquoi elle n'est pas venue dernièrement. Et Ri révèle alors que c'est parce qu'elle est maintenant l'assistante personnelle de Rido. Elle croit que Ri est maintenant en train de jouer au ciseau avec une autre femme, mais Ri lui prend doucement le menton et lui demande de faire quelque chose pour elle. Pendant ce temps, Rido est avec Maria quand il réalise qu'il ne peut pas développer de remède seul et qu'il aurait besoin d'aide. Alors il demande à Maria pourquoi il n'y a aucune information concernant un vaccin potentiel sur Internet. Maria lâche rapidement que les directeurs ne les laissent pas qu'ils fassent des recherches appropriées sur un vaccin et qu'ils allouent plutôt toutes les ressources à la production alimentaire. Elle ajoute que la plupart des recherches se font en Amérique et qu'elle n'y a pas accès, mais elle ne comprend toujours pas pourquoi ils ne font pas plus de recherches maintenant qu'ils ont quelques hommes en état de travailler. Au milieu de leur discussion, Nin apparaît et informe Rito que Ino souhaite sortir avec Mahiru. Mais comme Mahiru n'est pas du tout intéressé, Nin demande à Rito d'affronter Ino directement et de l'arrêter. Plus tard, Rito révèle la nouvelle à Ino, mais ce dernier le supplie de les laisser au moins se rencontrer une première fois. Finalement, Rito accepte de discuter avec Mahiru, mais il lui fait bien comprendre que la décision finale lui appartient entièrement. Pendant ce temps, Nin et Rei sont en réunion avec Kara et les autres directeurs, où ils discutent d'une récente émeute entre groupes, se demandant comment contrôler la population. Rei suggère que Rito distribue des rations parmi les groupes, car il est populaire et les gens l'écouteront. D'autre part, Rito est sous la douche au moment où Akane et Maria entrent, ce qui rend son petit cornichon très excité. Maria révèle qu'elles ont agi ainsi afin de pouvoir discuter sans être entendues, et Akane le confronte directement au sujet des informations qu'il a dissimulées concernant le virus. Elle lui dit que de nombreux virologues ont disparu ces dernières années, et que la voie qu'il suit pourrait le mener à sa mort s'il ne fait pas suffisamment attention. Akane révèle alors que la directrice en chef, Kara, est en réalité sa propre mère, mais avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, Ri fait son entrée dans la douche afin de discuter de la distribution des rations. Après qu'Akane l'ait chassé en montrant le cadet de Rito, elle lui dit que ce sera une bonne occasion pour lui d'en apprendre davantage dans les zones de réfugiés. Pendant ce temps, Ri essaie de séduire Mira en affirmant qu'elle est amoureuse d'elle depuis des années, mais Mira refuse de la reconnaître et s'en va. Le lendemain, Rito rencontre Akira dans un bâtiment abandonné où ils ont créé une nouvelle cachette pour se cacher de l'organisation et elle lui dit de ne pas faire confiance au directeur ni à Ri. Plus tard, Rito distribue des rations aux réfugiés, et tandis que d'autres attendent avec impatience de le rencontrer, certaines femmes à l'arrière réalisent que c'est un coup monté par l'organisation pour les faire taire. Pendant ce temps, un tireur d'élite est posté dans un bâtiment éloigné, prêt à transformer Rito en le prochain Charlie Kirk. Mais la sœur ciseau de Ri l'élimine et rapporte à Ri que l'assassin a été neutralisé. Rini a également des amis qui veillent sur la zone pour les autres, et quand elle demande à Ri pourquoi elle est si préoccupée par cet homme, Ri répond que c'est parce qu'elle ne veut pas rendre Mira triste. Ailleurs, Rito organise un rendez-vous entre Ino et Mahiru, mais Mahiru trouve l'homme répugnant et le quitte. Après ça, Ino évacue sa frustration en tapant dans des biscuits, mais il n'arrive toujours pas à se défaire du rejet. Plus tard, Rana le rejoint sous la douche et lui demande s'il est amoureux de Mahiru, mais il ignore la question et la serre dans ses bras. Plus tard, Rito se rend à leur base secrète dans la zone des réfugiés, où il apprend que Maria a piraté un réseau souterrain de l'orgue. Elle dit avoir appris le piratage de son ami, qui est maintenant en Amérique, et qu'elle ne peut pas contacter. À ce moment-là, Akane effraie tout le monde en entrant dans la pièce avec un masque de zombie et les aide dans leurs recherches. Maria apprend alors que l'ami hacker qu'elle a mentionné plus tôt est hospitalisé. En y regardant de plus près, elle réalise que tous ses amis, de brillants virologues, ont été admis dans un hôpital qui n'existe même pas, ce qui signifie qu'ils ont disparu. Cela fait se demander à Rito si cet hôpital est l'endroit où le virus mortel a été créé. Cette nuit-là, Doi est au lit avec Natsu, pensant toujours que l'école a été conçue uniquement pour lui. À ce moment-là, Natsu lui annonce que c'est son dernier jour dans sa chambre et se met à l'embrasser. Mais Doi la repousse doucement sur le côté et lui explique qu'il n'est pas d'humeur. Il quitte alors le bâtiment de l'école pour prendre un peu l'air, mais Karen apparaît et lui dit qu'il n'a pas le droit de partir. Doi demande s'il va vivre ici pour toujours, mais Karen lui dit qu'il pourra partir une fois diplômé avant de le traîner de force à l'intérieur. Le lendemain, Karen demande aux filles de tirer au sort, et la gagnante sera la prochaine à monter sur le bâton sauteur de Doi. Alors que les filles commencent à tirer de la boîte, Doi se sent triste car il est traité comme un simple objet. À ce moment-là, une fille nommée Yanagi gagne le concours. Mais Doi n'est pas content car Yanagi est du genre salope, ce qui lui rappelle la petite amie de son harceleur. Plus tard, Yanagi le surprend dans les toilettes et lui demande de la baiser là, mais Doi s'enfuit immédiatement. Il va au bureau du professeur et se souvient que c'est là qu'il se cachait quand il devait pleurer comme un petit béchamp. À ce moment précis, Shunka entre dans la pièce et s'installe nonchalamment sur le canapé, l'invitant à venir discuter avec elle. Elle lui demande pourquoi il a des bleus sur tout le corps, et il répond que c'est parce qu'il a été vraiment très malmené. Rien que d'y penser le fait pleurer, alors quand il essaie de changer de sujet, Shunka lui montre les bleus sur son corps et révèle qu'elle aussi a été harcelée. Elle ajoute qu'elle s'est fait des amis maintenant,
mais ça lui fait toujours mal quand elle pense au passé. Il s'avère qu'elle utilise aussi cette pièce comme refuge, ce qui fait réaliser à Doi qu'ils sont très similaires. Shunka veut ensuite voir ses contusions, mais ils finissent par s'embrasser passionnément. Shunka expose alors ses Unga Bungus à Doi, et l'homme se transforme en néandertalien en quelques secondes. Il démontre ensuite qu'il peut guérir les blessures en les léchant. Alors Shunka lui demande d'utiliser ses pouvoirs sur sa chatte. Après lui avoir fait goûter son magnum, Doi la ramène dans sa chambre, mais Yanagi s'énerve car c'était son tour de se faire prendre par derrière. Finalement, elle comprend que Doi est déjà en train de s'envoyer en l'air avec Shunka, ce qui provoque une dispute entre les filles. Doi en a marre et sort en courant où il essaie d'appeler Yuzu, mais elle ne répond pas. C'est là qu'il croise Akira, et quand elle lui demande s'il s'amuse avec Yanagi, Doi répond que c'est vraiment épuisant d'être colocataire avec quelqu'un qu'il connaît à peine. Il pose alors les yeux sur la poitrine d'Akira et ses cuisses juteuses, ce qui réveille son côté le plus pervers. Quand Akira s'excuse encore de l'avoir frappé avec le ballon, il lui dit que sa tête lui fait toujours mal quand il dort la nuit. Akira panique et accepte de faire n'importe quoi pour se racheter auprès de lui, alors il devient soudainement méchant et lui demande de lui montrer ses seins rebondissants. Sans la moindre hésitation, elle le laisse procéder à une inspection complète et tactile, mais Doi réalise soudain qu'il n'est pas fait pour ça et s'enfuit. Le lendemain, il retrouve Akira au gymnase et s'excuse pour ce qu'il a fait, et elle lui dit qu'il peut se racheter en l'aidant avec le matériel. Cependant, une fois dans la salle d'équipement, Akira active son mode pervers et l'attache, révélant qu'elle fantasmait sur lui jour et nuit et ne pouvait plus attendre. Elle commence par lui faire une gâterie et le laisse ensuite lui prendre sa virginité, ignorant que Natsu écoute tout de l'extérieur. Une fois que c'est fait, elle ne cesse de s'excuser auprès de Doi, mais le gars, en pleine lucidité post-coïtale, ne dit absolument rien. C'était tellement bon mec, j'ai attendu tout ce temps. Cette nuit-là, il demande même à Karen de renvoyer Yanagi pour qu'il puisse dormir seul et paisiblement. Le lendemain, il apprend qu'une nouvelle jeune femme lui sera assignée chaque jour désormais, et cela commencera avec Yanagi puisque sa semaine a été écourtée. Elle ajoute également qu'il doit récompenser sa servante d'un baiser et demande à Yanagi de recevoir sa récompense. Après que Yanagi l'a embrassé, il est troublé et essaie de s'enfuir, mais il heurte le bureau et se blesse la main. Karen l'emmène aussitôt à l'infirmerie où l'infirmière lui demande de s'allonger sur le lit pour un examen complet du corps. Ensuite, Karen débarque subitement et lui dit que Natsu, Shunka et Akira resteront avec lui jusqu'à ce qu'il aille mieux. Et même quand il lui assure qu'il va déjà bien, elle refuse d'écouter. Doi est alors enfermé dans la pièce avec les trois et ils utilisent le pouvoir de leur langue magique pour guérir ses blessures. Après cela, il se relaie pour tripoter son joystick, pendant que Karen observe toute la scène depuis une caméra. Elle se tourne ensuite vers Shion, une ancienne camarade de classe de Doi, et lui dit qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Le lendemain, Chifyu crée une potion en cours de science pour que Doi tombe amoureux d'elle, mais il la prend en flagrant délit. Elle le détourne en lui posant des questions sur sa main blessée, puis elle lui propose d'être sa colocataire pour la nuit, mais Doi ne comprend pas ce qu'ils aiment chez lui. Quand Chifyu affirme que c'est son visage, Doi se met à rire, puis lui dépose un baiser sur le front, lui disant qu'elle est bien trop plate à son goût. Cela l'agace profondément, alors elle lui dit qu'elle va le faire tomber amoureux d'elle en courant hors du laboratoire. Cette nuit-là, Karen annonce à Doi que Yuzu doit être transféré dans une autre école pour des raisons familiales, et cela le rend absolument furieux. Il plaque Karen violemment contre le mur et lui dit de ramener Yuzu, alors elle cède et promet de la ramener demain matin. Cependant, il sait qu'il ne reverra plus jamais Yuzu, et cela le pousse finalement au-delà de toutes ses limites. Le lendemain, lorsqu'une nouvelle fille lui est assignée, il l'embrasse en classe en guise de récompense et demande même à Karen de l'envoyer dans sa chambre le soir même. Cette nuit-là, il se comporte de manière totalement primitive avec la nouvelle fille, avouant que cette école le rend complètement fou. Cependant, tout bascule lorsque Shion est présenté comme la nouvelle élève transférée dans sa classe, ce qui le laisse complètement sous le choc. Il se rappelle alors immédiatement que Shion était une fille très populaire à l'école, que tous les garçons rêvaient de fréquenter. Puis un jour, alors qu'il se faisait tabasser sur le toit, Shion est apparu avec ses amis et l'a totalement ignoré comme s'il n'existait pas. Elle s'est assise avec ses amis pour rire un bon coup, alors que Doi se faisait tabasser par ses agresseurs. Actuellement, Doi se trouve sur le même toit au moment où Shion arrive et tente de faire la conversation, mais Doi n'a absolument rien à lui dire. Elle lui attrape alors immédiatement la main et le supplie de l'aider, mais Doi refuse après tout ce qu'elle lui a fait subir. Plus tard, elle essaie de se lier d'amitié avec Natsu et Shuka, mais toutes deux la rejettent. Akira lui fait alors prendre conscience que tout le monde ici est à la fois un rival et un ami, mais comme Shion est la nouvelle, personne ne lui accorde la moindre importance. Plus tard,
Dewey voit Shion assise seule en classe et demande à Karen pourquoi elle est là alors qu'elle est plus âgée que tous les autres. Karen révèle que Shion voulait devenir une idole, mais son rêve a été anéanti à cause du virus. Et maintenant, elle a beaucoup de mal à se remettre sur pied. Cependant, si Dewey lui offrait un peu plus que sa simple perspicacité, les supérieurs la remarqueraient et feraient de son rêve une réalité. Dewey soutient que Shion ne l'aime pas et veut seulement le faire pour obtenir du travail, alors Karen suggère qu'il la fasse montrer à quel point elle le désire vraiment. Plus tard, Karen informe Shion qu'elle devra assister à tous les cours sans sa protection scénaristique. Et Dewey l'aidera en fin de journée. Le lendemain, Shion s'exécute comme demandé, alors Dewey lui donne un baiser en guise de récompense et lui demande de le rejoindre sur le toit après les cours. Une fois sur place, Dewey accepte de parler à l'organisation pour qu'elle devienne une idole s'il la laisse la baiser, et elle accepte joyeusement. Cependant, il demande à certains de ses camarades de classe de regarder pendant qu'il la baise, de la même manière qu'elle avait regardé quand il était harcelé. Shion hésite d'abord car elle n'a pas encore perdu sa virginité, mais il lui rappelle son rêve de devenir une idole, alors elle le laisse la prendre par derrière pendant que les filles regardent. Cette nuit-là, Karen lui dit qu'il devrait passer en mode totalement débridé car personne ne la jugerait et qu'elle satisferait toutes ses exigences. Alors, il lui demande d'amener une personne en particulier à cette école. Pendant ce temps, Rideau et les autres découvrent que les amis disparus de Maria doivent être enfermés à l'hôpital qui a créé le virus, alors ils décident de visiter les lieux. Quelques jours plus tard, Dewey aide l'infirmière scolaire à prendre les mesures des filles et il réalise qu'on le fait pour qu'il ait l'occasion de toucher de vraies fesses. Ce soir-là, Karen lui dit que la femme qu'il a demandé est là et il s'avère que c'est Erika, la petite amie de son agresseur et qui était aussi impliquée dans tout. Dès qu'elle voit Dewey, elle entre dans une rage folle, mais Karen lui rappelle sa place ici. Après le départ de Karen, Dewey lui dit qu'il ne lui fera pas l'honneur de son magnum, mais qu'il lui fait lécher toutes les blessures qu'elle lui a infligées pendant qu'il rit comme un maniaque. Cette nuit-là, la directrice Mary félicite Karen d'avoir transformé un garçon innocent en la seconde venue de Johnny Sins. Quand Karen interroge sur Yuzu, Mary lui dit qu'elle est enceinte et qu'elle va bien. Elle demande ensuite à Karen de continuer à lui envoyer des filles enceintes, mais Karen soutient qu'elles ont besoin d'un laboratoire de recherche plus près de l'école. Mary explique que construire de nouveaux laboratoires est risqué, car le quartier général des Femmes Unies pourrait le remarquer, surtout qu'elles ont déjà envoyé quelqu'un pour inspecter leurs opérations au Japon. Elle soupçonne aussi qu'ils ont découvert qu'il y a d'autres hommes actifs que Rideau. Karen suggère alors qu'il pourrait y avoir une taupe, et pointe subtilement du doigt la directrice Hope, rappelant à Mary qu'elle travaillait au quartier général. Le lendemain, Karen demande aux filles de faire plus d'efforts pour Dewey afin que, lorsqu'une nouvelle fille lui sera assignée, elle l'embrasse comme s'il n'y avait pas de lendemain. Le lendemain, pendant le cours de natation, Natsu essaie de l'attirer en lui montrant son nouveau maillot de bain, tandis que les autres filles, y compris une nouvelle venue nommée Koyo, s'affrontent dans la piscine. Pendant ce temps, Natsu découpe le maillot de bain de Dewey et le fait se cacher dans l'eau avec Akira pour qu'elle puisse l'avoir rien que pour elle. Après le départ des autres filles, Dewey se sent un peu agacé et elle lui demande alors de les punir pour leur comportement. À ce moment-là, Dewey réalise qu'il est inutile de résister et décide de passer en mode homme des cavernes avec les deux jeunes femmes. À partir de ce jour, Dewey devient un dégénéré complet et claque la paille. Dewey demande alors à Eriko ce qui est arrivé à son petit ami, et elle dit qu'elle ne sait pas. Quand Dewey dit que cet homme ferait mieux d'être mort, Eriko se met à crier que c'est parce que Dewey est en colère à cause de quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans. Cependant, Dewey lui rappelle qu'il a passé tout ce temps en sommeil cryogénique, donc seulement quelques semaines se sont écoulées pour lui. Après cela, il porte son attention sur la jeune femme qu'il a ramenée de son cours et lui fait faire un échauffement. Il enchaîne ensuite avec une séance de cardio intense avec elle, pendant qu'Erika les observe, partagée entre la rage et l'embarras. La nuit, pendant qu'il dort avec la fille, Erika se met soudainement à halter, alors il se réveille pour s'assurer qu'elle va bien. Il sait qu'Erika était droguée auparavant et qu'elle est en plein sevrage, et c'est pourquoi il a déjà son médicament. Elle le supplie de lui donner la pilule, alors il la lui fait prendre de sa bouche comme un vrai méchant. Pendant ce temps, Rito et l'équipe prennent un train pour l'hôpital secret qu'ils ont découvert, et il espère y trouver toutes les réponses. Au même moment, une agente du bureau du maintien de la paix est en route pour le Japon et Chloé l'a informé que la branche japonaise cache plusieurs hommes fonctionnels. Plus tard, les supérieurs en discutent et se demandent si l'agente Mansfield vient chercher un groupe terroriste appelé l'Izanami. Après discussion, ils comprennent que le bureau n'enverra pas d'agent pour une si petite affaire, ce qui implique qu'ils préparent quelque chose de plus important. Pendant ce temps, Doi entre en classe et se voit attribuer une fille nommée Hikaru, alors il l'embrasse immédiatement. Il lui dit ensuite de venir dans sa chambre, mais elle s'excuse car c'est son moment du mois. Cette nuit-là, Karen reçoit un coup de fil de Mary qui l'informe qu'un autre agent, venant du quartier général mondial, arrivera le lendemain. Pendant ce temps, Hikaru joue avec un chat à l'extérieur lorsqu'elle reçoit un appel d'Arisa, qui s'excuse de lui faire subir tout cela. Il s'avère qu'Arisa a envoyé Hikaru comme étudiante infiltrée à l'école parce que c'est absolument essentiel à son plan. Par contre,
Doi décide de s'occuper de Natsu pour la nuit et elle l'emmène au bain des filles où Shunka et Akira l'attendent déjà. Elle commence par lui faire une toilette complète, pendant laquelle Shunka se plaint qu'il ne l'ait pas invitée à leur fête à la piscine. Doi la récompense en jouant du piano sur sa chatte, avant de passer à la performance musicale complète avec elle. Une fois que tout est terminé, Yonagi déboule en courant et se plaint qu'on l'ait laissé de côté. Contrairement à avant, Doi ne perd pas une seconde et l'embarque, tandis que les trois autres regardent toute la scène en haute définition. Les jours suivants, Doi multiplie les ébats à la bibliothèque, à l'infirmerie et même pendant les cours. Pendant ce temps-là, Rito et les autres arrivent à l'hôpital désaffecté, et avant qu'ils n'entament leur investigation, Akane interroge Rito sur ses sentiments envers Mira, étant donné qu'elle éprouve des sentiments pour lui. Quand Rito commence à rougir, Akane ne manque pas de le taquiner sur le fait qu'il est vierge, ce qui le met encore plus mal à l'aise. Au moment où Shui tente de l'interrompre, Akane lui fait une peur bleue, la faisant s'écraser violemment contre un mur. Tandis que le mur s'écroule, Rito aperçoit une bouche d'aération ouverte, suffisamment grande pour qu'ils puissent tous y passer. Au même moment, la représentante du bureau arrive au Japon et est reçue par la directrice Kara en personne qui s'attend à rencontrer l'agent Mansfield. Cependant, la femme révèle qu'elle est en réalité la partenaire de Mansfield. Pope et Mansfield elles-mêmes se trouvent à un endroit crucial dans ce pays. De retour à l'hôpital abandonné, Rito et les filles se faufilent dans la gaine de ventilation et découvrent une bouche d'aération qui les conduit à une installation secrète. Lorsqu'elles tombent accidentellement en contrebas, elles se retrouvent face à face avec la directrice Hope. Maria lui demande immédiatement si ses amis sont ici, mais la directrice refuse de répondre et les condamne toutes à mort. À ce moment précis, Hope et ses subordonnés sont abattus par des soldats menés par Chloé, la même jeune américaine que Rito avait rencontrée dans le hammam. Elle se présente alors comme l'agent Mansfield du quartier général mondial et responsable des opérations de maintien de la paix. Elle révèle qu'elle le surveille depuis sa grande annonce et que c'est lui qui l'a mené jusqu'à ce laboratoire. À ce moment-là, une bombe explose quelque part et elle leur demande à tous de sortir avant qu'ils ne soient nous réduits en miettes. Alors qu'ils courent dehors, ils aperçoivent un hélicoptère qui les attend et s'envole juste avant que le bâtiment n'explose, bien que Rito soit agacé car il était sur le point de découvrir la vérité derrière le virus. Pendant ce temps, à l'école, les jeunes filles se disputent pour savoir qui aura le magnum de doigts pour la journée et il met fin à la querelle en proposant une thérapie de groupe. Il les fait ensuite toutes s'aligner comme des chevaux et les bénit tour à tour de sa sagesse. Cette nuit-là, Chloé surprend Shane en pleine tentative de fuite de l'établissement scolaire et elle est folle de joie car Doi laisse enfin libre cours à ses penchants les plus dégénérés. À ce moment précis, l'hélicoptère de Chloé passe au-dessus de l'école et elle discute avec Rito du fait que la branche japonaise a été impliquée dans des affaires plutôt louches. De retour au quartier général japonais, Pope interroge les directeurs au sujet des agissements du directeur Hope. Et bien qu'il nie toute implication, Pope est convaincu qu'ils sont tous de mèche. Elle demande ensuite à Kiharu s'il y a d'autres hommes que Rito, mais Kiharu décide de l'arrêter car elle en sait beaucoup trop. Mais son plan se retourne contre elle quand Pope retourne leur propre garde contre eux et révèle que leur directeur, Shuto, qui faisait partie de leur équipe, était de leur côté depuis le début. Pope met ensuite les trois autres en état d'arrestation pour la fabrication et la propagation du virus mortel, ainsi que pour d'autres délits. De retour dans l'hélicoptère, Chloé dit au groupe que les directeurs ont fait exploser le labo pour cacher qu'ils avaient créé le virus et qu'ils n'avaient jamais eu l'intention d'aider Rito dès le début. Elle révèle aussi que le monde était déjà en plein chaos, mais quand le monde a appris que le seul homme immunisé au monde était sous le contrôle de l'organisation, le taux de criminalité dans le monde a doublé du jour au lendemain. Chloé lui montre aussi une photo d'Arisa, révélant qu'elle a rejoint une organisation terroriste qui s'oppose au régime unifié des femmes. À ce moment-là, Rito se souvient qu'Arisa était tellement concentrée sur le fait de sauver des vies qu'elle ne s'autorisait pas à s'amuser, et il n'arrive pas à croire que cette même Arisa soit maintenant une terroriste recherchée. Au même moment, Doi entre dans sa chambre et trouve Erika dans un meilleur état, alors il lui tend une couverture pour qu'elle se couvre. Au même instant, plusieurs explosions se font entendre à l'extérieur de l'école et Chloé informe Rito que les terroristes ont enlevé Doi. Plus tard, Doi voit Uzu dans une pièce sombre et elle lui dit doucement qu'il a le plus gros engin qu'elle ait jamais vu. Cependant, Doi se réveille soudainement de ce rêve fantastique à l'hôpital et réalise que son petit engin ne fait toujours que 5 cm. Karen est ravie de le voir et lui explique qu'il a failli être enlevé par des terroristes. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Natsu, Akira et Shunka font irruption dans la pièce. Dès qu'ils le voient en pleine forme, ils le serrent dans leurs bras et se mettent à pleurer. Cette nuit-là, Karen emmène Doi sur le toit de l'école et lui montre qu'ils ont installé des clôtures électrifiées tout autour de l'établissement pour s'assurer qu'il ne sera plus jamais blessé. Elle lui demande ensuite pourquoi il a tenté de sauver Erika pendant l'explosion. Et Doi répond que c'était un simple réflexe, même si au fond de lui, il tient désormais à elle. Il s'excuse car il est conscient de sa propre valeur étant donné qu'il est le dernier homme sur cette terre. Mais Karen finit par lui révéler qu'il y en a 5 autres
et que 2 d'entre eux sont toujours en sommeil cryogénique. Cela choque Doi, car l'un d'eux pourrait être son harceleur, alors Karen lui propose de l'emmener à Tokyo. Elle explique également que quelqu'un du quartier général mondial est en ville, et elle souhaite décider du destin de Doi avant qu'il ne le fasse. Quand Doi lui demande ce qu'elle recherche, elle lui fait clairement savoir qu'elle veut devenir la femme numéro 1 au monde. Elle ajoute également qu'elle désire ardemment que Doa devienne lui aussi l'homme numéro 1 mondial, et Doa accepte volontiers de l'assister. Il lui demande ensuite pourquoi elle n'a jamais envisagé de devenir mère, et elle répond qu'elle préférerait de loin être l'entraîneur et maîtriser entièrement le terrain. Sur ce, ils scellent leur nouvelle alliance, sans se douter qu'Aikaru les espionne. Elle appelle ensuite Arisa pour lui dire qu'elle n'a pas réussi à maîtriser Doi, alors Iria lui ordonne d'abandonner la mission. Akaru l'interroge ensuite sur sa mission, et elle révèle qu'ils ont réussi à kidnapper le numéro 4 qui est toujours en sommeil cryogénique. Pendant ce temps, le directeur Shuto informe Ri et Nin que Ino et Rido doivent être conduits au quartier général pour leur propre sécurité. Plus tard, Chloé les informe que le numéro 4 a été enlevé du laboratoire, et tout cela aurait pu être évité si le quartier général japonais avait informé tout le monde des hommes qu'il cachait. Rido demande pourquoi les terroristes enlèvent des hommes, et Chloé pense que c'est dû à la dictature de la branche japonaise. Ri affirme immédiatement qu'ils ne sont pas des dictateurs, mais même elle sait que les gens ne voient pas les choses de la même manière. Il s'avère qu'Arisa est une chef de l'un de ces groupes terroristes, ce que Rido trouve toujours incroyable. Chloé félicite ensuite Rido pour son engagement à mourir vierge, contrairement à Ino, à qui on a fourni des femmes forcées d'être ici. Rido est confus car il pensait que toutes les femmes ici étaient volontaires, et Chloé promet de le protéger de cette dictature en quittant la pièce. Chloé rapporte ensuite à ses supérieurs que tout le monde, sauf le numéro 4, est en sécurité, et même Ino a refusé de draguer d'autres filles parce qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre. Elle semble calme et posée, mais quand l'appel se termine, elle commence à agir comme une folle qui cache quelque chose. Un peu plus tard, Chloé fait irruption dans la chambre de Ino pour l'informer qu'il lui est interdit de quitter la pièce pour des raisons de sécurité. Elle lui annonce également qu'il ne sera pas autorisé à rencontrer Rino sans son autorisation. Mais Ino est pris de frustration car il réalise enfin ce que cela signifie d'être une femme au Moyen-Orient. Cette nuit-là, Rido est dans sa chambre, se demandant pourquoi Arisa est devenue une terroriste lorsqu'il découvre, via son tracker, qu'elle est désormais au Japon. À ce moment-là, Akane entre dans la pièce et dit qu'ils doivent parler en privé. Elle s'apprête à enlever son haut, mais Rido l'arrête et fait couler l'eau pour s'assurer que personne ne puisse les entendre. Elle l'informe alors que sa mère et les autres directeurs sont jugés pour la fabrication du virus d'extinction humaine. Mais quelque chose dit à Akane qu'ils ne sont pas les vrais coupables. Elle révèle ensuite que sa mère est une femme qui travaille dur, qui n'a même pas assisté aux funérailles de son propre fils, parce qu'elle était occupée à empêcher la propagation du virus. Et c'est pourquoi elle ne peut pas être celle qui l'a créé. En la voyant s'émouvoir, Rido réalise qu'elle pourrait avoir raison et promet d'organiser une rencontre avec la directrice Kahara. C'est alors que Maria les emmène au salon où Rido voit Arisa s'adresser à tout le monde par une diffusion en direct. Elle affirme qu'elle n'est pas une terroriste, mais un groupe appelé Izanami qui vise à libérer le monde du joug des femmes unies. Dès qu'elle montre son tatouage, Rido aperçoit le pendentif autour de son cou, ce qui confirme qu'elle est la véritable Arisa. Elle révèle alors les mensonges de l'organisation en leur présentant Zen, le 4e homme, qui est en sommeil cryogénique au quartier général. Elle ajoute que Zen peut survivre au monde tout comme Rido, et que l'organisation a dissimulé de sombres secrets au monde entier. Elle leur parle ensuite d'un satellite mis au rebut qu'ils ont trouvé dans une casse, lequel contient une forte concentration du virus tueur d'hommes. La présidente de l'entreprise qui a fabriqué ce satellite est maintenant l'une des dirigeantes de l'organisation United Women Org, et cela amène Arisa à croire que ce virus a été créé en laboratoire pour éliminer tous les hommes, car leur objectif est de créer un monde composé uniquement de femmes. Elle ajoute également que l'Amérique développe actuellement une méthode pour perpétuer l'espèce humaine sans avoir besoin d'un homme. Elle exige donc que tous les hommes en sommeil cryogénique soient remis à Izanami afin qu'elle puisse les protéger. En entendant cela, Rido se précipite aussitôt dans le bureau de Chloé pour des réponses. Mais elle rejette toutes les accusations en lui rappelant qu'aucun des hommes en stase n'est mort jusqu'ici. Elle commence alors à dévoiler ses machinations pour tenter Rido, mais l'homme s'enfuit de la pièce avant d'en voir trop. Ensuite, elle rappelle ses supérieurs pour leur faire savoir que tout se passe comme prévu et ils la mettent en garde d'être extrêmement prudente avec Rido. Pendant ce temps, Akaro parvient à joindre sa mère avec l'aide de Sui, mais Karen lui dit qu'elle ne peut partager aucun secret avec elle. Plus tard, elle retrouve Rido et lui propose de s'échapper de ce laboratoire afin qu'il puisse rencontrer Arisa. Alors, Rido se dirige vers sa chambre pour récupérer ses affaires. Sui remarque immédiatement que quelqu'un se trouve déjà à l'intérieur. Alors qu'il pénètre prudemment, il tombe nez à nez avec Karen et un autre homme qui se présente sous le nom de Doi, même s'il est très différent du vrai Doi. Avant de venir ici, Karen a placé Doa dans une chambre high-tech qui accélère le vieillissement du corps pour qu'il ne ressemble plus à un gamin. En quelques heures, il en est sorti complètement transformé. Elle a ensuite emmené Doi au labo où il serre actuellement la main de Rido.
Il demande à Doi où il a bien pu loger jusqu'à présent, et Doi lui répond qu'il se trouvait à Kimoon City, mais qu'il a dû la quitter à cause de l'attaque terroriste. Karen demande ensuite à Rido comment est Chloé, et Rido dit qu'il ne la connaît pas très bien car il est toujours distrait par les formes généreuses de sa poitrine. Même si Chloé lui a sauvé la vie, Rido admet toujours qu'il ne peut pas lui faire entièrement confiance car les deux parties lui semblent louches. Après ça, Karen dit à Maria que sa sœur est également ici, alors Maria se précipite dans l'autre pièce pour retrouver Chifuyu. Akira, Shankai et Natsu sont aussi présents, et ils sont très heureux de voir les deux sœurs enfin réunies. Plus tard, Natsu explique en détail comment leur école a été attaquée par un terroriste, et quand ils ont découvert qu'il y avait d'autres hommes impliqués en plus de Doi, tout leur univers a été complètement bouleversé. Ensuite, Chifuyu apprend que Maria est l'assistante de Rido et lui demande si elle a couché avec lui, ce qui fait que Maria renverse son verre. Pendant ce temps, Doi et Karen discutent de la maturité et de l'intelligence de Rido comparée à Ino. Doi demande alors si Yuzu est là et Karen répond qu'elle a été envoyée dans un endroit plus sûr après l'attaque et que même les dirigeantes d'United Women ignorent où elle se trouve. Ensuite, Karen quitte la pièce, mais Doi s'inquiète toujours pour Yuzu. Pendant ce temps, Rito appelle Mira dans sa chambre, et quand elle demande de quoi il veut parler, il l'invite sous la douche. Au début, Mira pense qu'il va la tripoter, mais Rito l'emmène et révèle que c'est juste sa façon d'avoir une conversation secrète sans que personne ne l'entende. Il lui dit alors que trop de choses se passent dans le monde en ce moment, et il veut que Mira s'échappe avec lui de cet endroit. Mira lui demande pourquoi il n'a pas pensé qu'elle informerait ses supérieurs de son plan, et Rito admet qu'il n'avait même pas envisagé cette possibilité, car elle a toujours été présente à ses côtés depuis son réveil. Il se met à radoter qu'il veut absolument découvrir la vérité sur Arisa, mais Mira lui dit clairement qu'il ne peut absolument pas les accompagner. Elle commence alors à retirer son armure scénaristique, et déclare qu'elle sera autorisée à partir s'il lui donne quelques passes par derrière, mais Rito refuse, comme à son habitude. Mira tombe alors à genoux, et se met à pleurer, se remémorant comment elle avait été élevée, dès le début, dans le seul but d'être l'assistante de Rito. Alors qu'elle s'effondre, Rito tente de la réconforter, ce qui mène à un moment très émouvant où tous deux s'apprêtent à s'embrasser. Mais à la dernière seconde, deux gardes défoncent la porte, et l'agent Pope dit à Rito de la suivre. En chemin, elle révèle qu'Akan et Sui ont aussi été capturés, et qu'ils veulent que Rito soit transféré en Amérique, car sa vie est en danger au Japon. Elle ouvre alors la portière de la voiture pour laisser entrer Rito, mais Akan et Sui surgissent soudainement et assomment les deux gardes. En représailles, Pope prend Mira en otage et menace de lui faire sauter la cervelle s'il bouge le petit doigt. À ce moment-là, elle est touchée par un taser, et il s'avère que ce sont Ri et Maria qui en ont aussi assez des manigances des femmes unies. Peu après, des dizaines de gardes commencent à courir dans le labo à la recherche des évadés. Karen demande à Chloé ce qui se passe, et Chloé balaye ça d'un revers de main comme un léger désagrément. Chloé demande ensuite pourquoi elles sont venues, et Karen répond qu'elles sont venues faire un marché. Après avoir écouté sa proposition, Chloé admet que l'offre semble intéressante. Alors Karen lui demande de les emmener voir les trois mages, les trois génies qui dirigent les femmes unies. Chloé est intriguée d'apprendre que Karen connaît les mages, alors elle accepte d'organiser une rencontre si Do coopère avec eux. Karen demande ensuite s'ils comptent prendre le contrôle du Japon, mais Chloé affirme qu'ils sont là pour protéger le pays à la place. Karen pense qu'un japonais devrait être celui qui dirige le pays, alors quand Chloé lui demande de parler plus librement, Karen dit qu'elle veut devenir la prochaine directrice des affaires nationales. Pendant ce temps, Rito est conduit dans une maison sécurisée où il retrouve Mahiru après une longue période d'absence. Sur place, Rito découvre que Ri était une responsable des relations avec les citoyens et qu'elle s'était fait de nombreux alliés parmi les habitants du coin en étant très aimable avec eux, et ce sont ces mêmes habitants qui ont aidé à mettre Mahiru en sécurité. La sœur de Ri est aussi là et elle l'informe qu'elle leur a organisé une escapade. Quand Ri dit à tout le monde qu'ils resteront ici jusqu'au coucher du soleil, Rito la remercie de les avoir sauvés, alors qu'en réalité, elle ne se soucie que de Mira. Cette nuit-là, Doi explore la grotte des merveilles d'Ikura, mais Natsu et Shunka s'impatientent et se joignent à lui. Doi demande s'il l'aime toujours même s'il a l'air plus âgé, et ils lui disent oui en le laissant goûter leurs délicieux biscuits. Une fois terminé, Doi rejoint Karen à l'extérieur et lui avoue qu'il se sent heureux, mais Karen dit que Chloé pourrait ne pas être d'accord avec leur plan. Elle dit aussi que Rito et ses filles se sont toutes enfuies et que les choses vont devenir beaucoup plus animées autour d'ici à partir de maintenant. Pendant ce temps, Ri emmène l'équipe vers un vieux vaisseau où elle leur dit qu'elle et Mira pourront les rejoindre à partir de là. Elle ajoute qu'elle a un contact qui les rejoindra de l'autre côté et promet de s'occuper du frère aîné de Rito qui est toujours en sommeil cryogénique. Après que les autres passagers soient montés à bord, Rito prend un moment pour remercier personnellement Mira pour tout ce qu'elle a accompli pour lui, et Mira lui répond que ce fut un véritable honneur d'être à ses côtés. Soudain, Rito la serre fort dans ses bras et lui promet solennellement qu'il reviendra la chercher, ce qui la fait monter les larmes aux yeux. Plus tard, il monte à bord, où il fait la connaissance d'Hikaru, qui se présente comme membre de l'Izanami. Elle lui explique ensuite qu'il se dirige vers Taïwan, où il pourra enfin rencontrer Arisa, qui attend ce jour avec impatience depuis un bon moment.
Plus tard, alors que Rito réfléchit à tout ce qui s'est passé, Mahiru arrive et lui remet une tablette avant de s'en aller avec colère, le laissant perplexe, se demandant ce qu'il avait bien pu faire pour la fâcher. Il reçoit alors un appel de Ino sur cette même tablette, qui est très heureux que Rito ait réussi à s'échapper et souhaite ardemment pouvoir les rejoindre. Il ajoute que Nene lui a préparé cette tablette afin qu'il puisse parler sans être tracé, et il demande à Rito de le tenir constamment informé de tout ce qu'il entreprend. Après la fin de l'appel, Nene s'attriste et demande à Ino s'il voulait vraiment partir avec Rito, et Ino admet qu'il ne peut vraiment pas laisser toutes ses conquêtes derrière lui. Quoi? Pendant ce temps, Rina est escortée par des gardes quand Doi l'aperçoit et commente qu'elle est plutôt canon, ce qui donne une vilaine idée à Karen. Au même moment, Pope subit le traitement de femme au foyer de la part de Chloé pour avoir échoué à capturer Rito. Après ça, elle arrête Ri et Mira pour avoir conspiré contre l'organisation des Femmes Unies. Mais Ri prend toute la responsabilité et dit que Mira n'avait rien à voir avec quoi que ce soit. Cependant, Chloé sait déjà que Ri aime Mira et veut la protéger, alors elle dit à ses gardes de les enfermer toutes deux. Ensuite, elle prépare la prochaine étape de son plan, éliminer tous les hommes du monde. D'autre part, Karen emmène Doi dans une pièce où elle lui demande de choisir l'une des femmes exposées et il voit Rina parmi elles. Karen lui annonce que Ino n'est plus autorisée à applaudir, mais qu'elle a obtenu des autorisations spéciales en sa faveur, ce qui signifie que toutes ces femmes lui appartiennent. Pendant ce temps, Rito et son escouade arrivent à Taïwan, et l'homme a enfin l'occasion de voir Arisa en personne. Sans perdre une seconde, il court vers elle et la prend dans ses bras, et elle fond en larmes en lui disant qu'elle l'attendait depuis tout ce temps. Rito lui rappelle alors qu'ils avaient tous deux promis de devenir médecins et de trouver des remèdes quand ils étaient jeunes. Et Arisa accepte de l'aider à guérir le monde du virus qui anéantit les hommes. Rito et Arisa sauveront-ils le monde du plan de la maléfique organisation? Ou Chloé réussira-t-elle à éliminer tous les hommes de la surface de la Terre? Dites-le nous en commentaire. Laissez un like si vous avez aimé et abonnez-vous si vous voulez voir plus de Maman Pulpeuse.